Nous sommes avec Salah Ouslimani, fondateur de Colloque.fr et La Mèze. Bonjour à toi, Salah. Donc, on est en direct sur Bonjour. Clubhouse pour information et en direct sur Facebook dans notre groupe digital Startup et Imo. Super. Donc, on attaque. Je suis toujours avec Eudes, comme d'habitude, et on va te questionner et tu vas répondre, nous livrer ce qui t'a fait créer donc La Mèze, Colloque et La Mèze. Vas-y, Eudes, Avec si plaisir. tu veux démarrer. Yes, bonjour Salah, merci pour le Bonjour. temps que tu nous accordes aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es avant... Bien sûr. Avec plaisir. Merci pour l'invitation déjà. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de Colloque.fr et de La Mèze. Donc moi aujourd'hui j'ai 28 ans. Je fais de l'immobilier depuis un peu plus de 4 ans. Je me suis très rapidement spécialisé dans la colocation. J'ai pu accompagner aussi des investisseurs en tant que conseiller en investissement locatif avec projet locatif. Et ensuite, on a structuré donc l'entreprise Colloque.fr et ses différentes activités qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui. D'accord, super. Alors, quand tu dis que tu es investisseur, c'est-à-dire que tu as commencé à titre personnel à acheter des Ouais. logements que tu as gérés comme des colocations et de là, tu C'est es ça. délégué. En fait, moi, j'ai découvert l'investissement locatif en me renseignant tout simplement sur l'immobilier de base. Donc, en fait, le cheminement, c'est que je réfléchissais à acheter ma résidence principale. Donc, très, très mauvais move pour un investisseur pour son premier coup. Donc, j'ai rapidement compris qu'en fait, il fallait plutôt que j'utilise ma Et capacité explique-nous, d'endettement pour Salah, investir. juste, explique-nous pourquoi c'est un mauvais move pour ceux qui ne savent pas justement. Parce que Ouais. nous, on est au courant, mais vas-y, dis-nous. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai rapidement compris qu'il fallait plutôt utiliser sa capacité d'endettement pour réaliser des investissements, notamment dans une ville, moi j'habite à Lyon, où acheter me revenait plus cher que de louer finalement sur les mensualités. Donc ça, je l'ai rapidement compris. Je me suis mis donc à investir dans de l'immobilier locatif. J'ai commencé petit, j'ai testé tous les modes d'exploitation pour arriver à la conclusion que la colocation, c'était quand même pas mal, parce qu'on avait un bon rapport temps-rentabilité par rapport, par exemple, à de la location saisonnière, là, que j'ai pu faire, où j'ai expérimenté par moi-même les ménages, les check-in, les check-out, même s'il y a plein de choses qu'on peut automatiser, il y a quand même pas mal de travail. Donc la colocation, moi, j'étais sur le marché lyonnais, voilà, c'est quelque chose où il y a une très forte demande. Donc je me suis très rapidement orienté là-dessus. J'ai essayé d'enchaîner les investissements. Donc j'ai acquis une certaine expertise qui a fait que ensuite j'ai accompagné des investisseurs particuliers dans leurs projets locatifs pour ensuite arriver avec la forme finale de notre offre qui est Colloque.fr. Donc en parallèle, vu que j'étais dans le milieu du digital, c'est pour ça qu'on avait donc là, en notre possession ce nom de domaine, colloque.fr, qu'ensuite on a structuré pour en arriver à la société que c'est aujourd'hui. C'est très intéressant parce que j'allais te parler du nom de domaine, j'allais te demander, mais comment tu as fait pour avoir ce nom de domaine? C'est absolument incroyable. Pareil, c'est presque un hasard. Donc moi, de base, j'ai une formation en digital, je faisais du consulting en marketing digital pour des entreprises dans le monde de l'entertainment, donc cinéma, sport, jeux vidéo, etc. Donc j'ai toujours été très connecté, on va dire. Et de temps en temps, il m'arrive de me perdre sur Google, par exemple, et de regarder un petit peu ce qui se fait, ce qui est disponible, etc. Et un jour, je vois que ce nom de domaine, colloque.fr, est en vente. Et là, je me suis dit que ça allait peut-être servir un jour. Tu te demandais si c'était vrai ou pas. C'est ça, hein, j'ai fait une offre directement. J'ai fait une offre. Donc quelqu'un le possédait déjà en fait. Il le vendait donc sur le marché secondaire. Okay. Voilà. Donc j'ai fait une offre, on a négocié et voilà, petit à petit, le projet a pris forme. Ok, super. Alors, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Entre le moment où tu fais ton premier investissement et tu nous dis que tu t'aperçois que la colocation, c'est un des meilleurs investissements, notamment par rapport à la courte durée. Déjà, pourquoi c'est un meilleur investissement? C'est-à-dire, en quoi avoir une colocation, c'est un meilleur investissement que, par exemple, faire de la courte durée?
En fait, la colocation, moi, je le vois un petit peu comme de l'immobilier de rapport. Donc, un même local, une même surface. Étant donné que voilà, nous, nos colocations, on les exploite avec des baux individuels, c'est-à-dire que chaque chambre devient un lot. Et donc, dans un seul et même bien, sur une même surface, on peut la diviser en plusieurs lots. Donc, au niveau de la gestion, pour ceux qui, par exemple, font des immeubles de rapport, le savent, pour la gestion, c'est plus simple parce qu'on regroupe un certain nombre de lots au même endroit. Et puis après, sur la partie rendement, forcément, la colocation permet de grandement le booster. Et au niveau de la gestion, certes, il y a plus de travail que si on faisait de la location classique, meublée, nue, voilà, mais ça demande quand même beaucoup moins de gestion quotidienne que du saisonnier, que de la courte durée. Et donc, en fonction du marché, la colocation est quand même très, très intéressante si la demande est suffisante, parce que forcément, on a un turnover plus important et on va cibler plutôt des jeunes actifs, des jeunes urbains. Explique-nous juste pourquoi tu fais un bail par pièce plutôt qu'un bail global par appartement, pour ceux qui ne comprennent pas. Quel est l'intérêt? Ouais. Alors l'intérêt, il est à la fois pour le locataire et pour le propriétaire. Donc le locataire peut profiter des APL, étant donné que chaque locataire peut profiter des APL à hauteur de ses droits. Donc ça, c'est plutôt avantageux pour eux. Aussi, ça permet de leur offrir… Alors, un bail de colocation, il me semble que si sur une colocation, tu peux avoir des APL aussi. Peuvent avoir des APL, ils doivent partager du coup la location. Souvent, c'est moins avantageux, ils ont un montant un petit peu inférieur. Donc tu as plus d'APL en ayant chacun ton propre bail, mais c'est plus de boulot. Voilà. Ok, APL, premier point. Yes. Voilà, okay. APL, flexibilité. Donc le locataire, concrètement, il a son préavis d'1 mois, il peut quitter le logement du jour au lendemain en fonction de l'évolution dans sa vie. Donc ça permet aussi de leur offrir une flexibilité. Ça permet aussi d'attirer des personnes qui viennent en colocation ou en co-living et qui sont seuls. Donc pour eux, il y a beaucoup moins de freins et c'est beaucoup plus fluide. Ça permet d'avoir une relation contractuelle directe avec le locataire. Et donc c'est tous ces éléments-là qui font que c'est quand même plus adapté. Et nous, ça nous permet aussi en tant qu'exploitant du coup, ou en tant que propriétaire, d'avoir une relation contractuelle directe avec une seule personne. Donc, de pouvoir mettre en place des règlements intérieurs, tout ce type d'annexes qu'on ajoute à nos contrats qui, du coup, sont personnalisés à chaque locataire. Et donc, ça sécurise, en fait, la relation. Que tu ne pourrais pas faire si tu avais un bail global sur l'appartement, c'est ça? Ce serait plus compliqué à personnaliser, étant donné que si une chambre se libère, il faudrait faire un avenant au bail ou totalement le modifier, alors que là, chaque bail peut être adapté en fonction du profil du locataire, de ses besoins. Mais comment tu traites du coup les parties communes? Mettons qu'il y ait chaque chambre, il y a la cuisine qui est une partie commune, mettons, les salles de bain, ça peut être si elles ne sont pas individuelles. Comment est-ce que tu traites ces parties communes alors? Dans le bail? Oui. Les parties communes, du coup, sont des parties communes. C'est calculé en fait dans la surface. Donc nous, la surface par personne, elle va être calculée sur sa surface privative, donc sa chambre par exemple, ou sa suite, ou son studio, peu importe, plus sa part des espaces communs. Sachant qu'en fonction de l'aménagement de la colocation, par exemple, une des salles de bain peut être attribuée à 2 des 6 chambres, voilà, par exemple, dans les espaces communs. Donc, certains espaces communs peuvent être semi-communs, donc seulement attribués à certaines chambres. Donc, c'est personnalisé en fonction de l'aménagement. La surface privative est proportionnelle et augmentée à, mettons que j'ai une demi-salle de bain qui fait 4 mètres carrés, donc j'ai une chambre qui vient faire 10, j'aurai 2 mètres carrés en plus si on est 2 à utiliser la salle de bain. C'est ça, voilà. Exactement. Ok, c'est intéressant. Okay. Et comment tu gères après, ma next question, comment tu gères les états des lieux d'entrée et de sortie justement? Alors, par rapport à la chambre privative, je n'ai pas de souci, mais comment tu vas gérer l'état des lieux d'une cuisine qui a été semi-privative, si tu veux? C'est partagé, mettons une cuisine qui est partagée en 3, comment tu fais quand un des colocataires s'en va? Alors l'état des lieux de sortie est réalisé dans toutes les pièces.
Donc, s'il Mhm. y a un dommage qui est constaté, par exemple dans la cuisine, comme on est en train de dire, et que ce dommage n'avait pas été déclaré avant par les locataires, donc concrètement on n'a aucun responsable à date, c'est soit la personne qui en est responsable se présente, ou alors le montant des réparations est tout simplement proratisé D'accord. sur toutes les cautions. Ok, c'est top. Voilà. Merci. Vas-y, Eudes, continue tes questions, je t'avais coupé. Yes, pas de souci. Alors, moi, j'aimerais savoir, donc, entre le moment où tu achètes ce premier bien, que tu en fais une colocation, Oui. qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, je vais en faire un business? Et combien de temps ça prend? Comment ça se passe? Donc maintenant, ça va faire un peu plus de 4 ans que je fais de l'immobilier. En fait, le premier bien que j'ai acheté, c'était un T1 bis, pour être exact. Et donc, je faisais du saisonnier. Et C'était où? après, à Lyon. Ok, d'accord. À Lyon. Et donc, ensuite, j'ai enchaîné. Là, en fait, j'ai acheté un bien qui était déjà loué en colocation et dans lequel il y avait une procédure d'expulsion parce qu'il y avait un impayé. Donc, c'était une procédure assez longue, mais c'était plutôt une bonne affaire du coup. Et donc, c'était un bien qui avait été totalement rénové c'était une SCI de plusieurs investisseurs qui avaient décidé d'optimiser un petit peu leur rentabilité. Et donc, je me suis rendu compte que c'était quand même plutôt intéressant comme modèle d'exploitation. En fait, moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai supprimé une chambre pour créer un salon parce qu'eux, ils avaient ultra optimisé. Donc, il n'y avait pas de salon. La seule partie commune, c'était une cuisine, salle à manger un petit peu. Donc, moi, j'ai supprimé une chambre pour créer un salon cuisine et j'ai augmenté le loyer des autres chambres. Donc là, je me suis rendu compte, du coup, il y avait moins de turnover par rapport à ce qu'eux, ils avaient. Donc, j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, du coup, j'ai acheté un local commercial que j'ai transformé en habitation. J'ai fait une colocation dedans, 5 chambres. Donc voilà, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Ensuite, j'ai enchaîné encore. Après, des gens m'ont demandé de les accompagner pour faire la même chose. D'accord. Chose que j'ai faite. Et petit à petit, on en est arrivé à là. Donc ensuite, on a monté notre business model. Donc, on a présenté à notre actionnaire, à notre associé. Attends. Oui, attends, tu vas très vite. Voilà. On va revenir sur tes 3 premiers biens. Le T1 bis, Ouais. l'appartement que tu achètes à la SCI et puis l'autre bien. À ce moment-là, quand tu fais le T1 bis et tu passes à l'appartement où tu dois gérer la procédure d'expulsion, ça veut Ouais. dire que tu as déjà ton réseau d'artisans, que tu maîtrises déjà les rouages, que tu as déjà le financement facile, tu as déjà quelqu'un qui peut te financer les achats. C'est-à-dire que, en fait, tu le racontes rapidement et on a le sentiment que tu as déjà le réseau. Dédicace à Oui. Charles Edouard. Je vois bien où tu veux en venir. Non, je n'avais pas du tout le réseau. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc moi, j'étais pas dans l'immobilier, moi j'étais dans le Voilà. marketing. Ouais. Voilà. Donc j'avais pas le réseau, ni d'artisans, ni de financeurs. J'avais mon banquier, c'est ma banque historique au départ qui m'a suivi. Ouais. Donc ça a commencé comme ça. Après, sur les artisans, le réseau il s'est fait petit à petit, du bouche à oreille, des recommandations. Forcément, sur la partie travaux, j'ai eu pas mal de surprises. Hein. Oui. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais voilà, de toute manière, un projet quel qu'il soit, c'est souvent beaucoup de problèmes à résoudre. Donc ça, moi, je l'ai très vite accepté. Et pour ce qui est des financements, par exemple, sur le premier dossier, j'ai essuyé une dizaine de refus des banques. Sur le Parce T1 que moi, bis. ouais, sur le T1 Waouh. bis, parce que j'avais un statut de freelance. Donc, j'étais consultant Tu indépendant. avais 24 ans, c'est ça? J'avais 24 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Je venais de finir mes études, concrètement. Donc, tu n'étais pas en 10 CDI, refus. Non, pas de donc tu CDI. prenais des râteaux. Ok. Ah oui, des vrais de vrais. Des vrais D'accord. râteaux. Et donc, pour qu'à la fin, donc ma banque historique qui m'avait au départ refusé, donc j'étais revenu et j'avais amélioré mon dossier de présentation, parce que je m'étais formé D'accord. sur Internet, hein, grandement. Et donc, c'était passé. Donc, ils m'ont suivi comme ça. Après, ils m'ont suivi sur un autre. Après, ils m'ont suivi sur un autre. Après, ils m'ont dit, on ne peut plus vous suivre. D'accord. Donc là, je me suis mis à me multi-bancariser. Donc, j'ai suivi le processus classique. Et pareil, sur les travaux, après, j'ai commencé à avoir des bons contacts
sur toute la partie gestion locative. Donc je m'en occupais moi-même. Je me suis entouré d'un ami qui aujourd'hui travaille avec moi, qui aujourd'hui est asset manager chez nous, donc qui gérait avec moi en fait les colocs. Et voilà, ça s'est structuré vraiment, vraiment petit à petit. C'est vrai que quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est allé vite et que c'était facile. Bon, même si en soi c'est quand même allé plutôt vite, mais voilà, en tout cas ça s'est fait petit à petit en acceptant les échecs et les réussites. D'accord. Alors, entre le premier et le troisième bien, tu te débrouilles, tu fais preuve de ténacité, tu retournes discuter avec ta banque, etc. Tu finances tes 3 premiers biens. Mais à ce moment-là, est-ce que tu te dis juste, je crée du patrimoine pour plus tard, ou tu sais déjà que tu veux créer une start-up dans le domaine de la colocation? Non, je le savais pas encore. Moi, mon but, c'était à la fois de me constituer un patrimoine, mais aussi de me générer des revenus complémentaires. Donc, l'objet, à savoir qu'à côté, en fait, je testais aussi d'autres business. Donc, je faisais de la location de voitures entre particuliers, par exemple. Je faisais du e-commerce. Donc, en fait, je mettais en place différentes sources de revenus quasi passifs, on va dire. Et moi, en fait, concrètement, c'était quelque chose qui m'amusait. Enfin, c'est-à-dire créer des business, etc. C'est quelque chose que je trouvais intéressant, à la fois qui était pratique pour l'avenir, mais aussi qui, quelque part, me divertissait. Donc, même sur différents sujets, sur Internet, voilà, que je pouvais consommer, alors que ce n'était pas forcément des choses dans lesquelles j'évoluais. Et en fait, le fait d'en faire un business ensuite, de structurer toute la société, voilà, ce qu'on essaie d'en faire aujourd'hui, franchement, c'est le destin, j'ai envie de dire. Alors, il y a un élément qui est très intéressant, c'est qu'on en parle souvent avec les gens de ta génération. Je dis ta génération parce que tu as commencé à 24 ans. C'est dès 24 ans avoir conscience que c'est important de préparer son futur et d'accepter de se former et de mettre des choses en place le plus tôt possible. Comment ça t'est venu? Est-ce que c'est parce que tu faisais, à 24 ans, tu étais déjà dans des groupes de personnes qui avaient cette maturité-là et du coup qui t'ont, entre guillemets, entraîné? Ou alors, je ne sais pas, c'est dans ta famille? D'où ça vient, ça? Franchement, ça ne vient pas de mon réseau direct, ça ne vient pas de mon parcours. Moi, j'ai fait un parcours au départ classique, donc j'ai eu des expériences professionnelles dans des grands groupes. Donc, je me destinais au salariat, voilà. Éventuellement à avoir une belle carrière, pourquoi pas, mais pas forcément à l'entrepreneuriat. Et franchement, je l'ai dit tout à l'heure, le premier élément déclencheur, c'est le moment où je me suis mis à réfléchir à acheter ma résidence principale et je me suis rendu compte que c'était pas la bonne chose à faire à ce moment-là. Et c'est là que je me suis mis à m'intéresser. Et donc, moi, je le dis ouvertement, mais toutes mes sources d'informations et d'inspiration se sont faites, tout s'est fait en ligne, voilà, principalement sur YouTube, sur les réseaux. J'étais pas forcément dans des groupes, mais je consommais beaucoup de contenu gratuit en grande partie. Donc ça, c'est aussi l'avantage, hein. S'il y a des gens qui veulent se former, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Donc moi, ça s'est fait comme ça. Très bien, super. Donc à ce moment-là, tu as 3 biens. Donc comment on arrive à Coloc? Donc le quatrième. Non, donc là, ta banque te dit qu'elle ne peut plus t'accompagner. Ouais. La banque historique. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ben là, c'est en parallèle, en même temps que je me mets à continuer à développer mon patrimoine, on se met à créer la société Coloc.fr. Donc là, si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail. C'est qui Alors, donc, il y a mon associé cofondateur, Gauthier Sol, avec qui on a travaillé donc, notre business model en partant de nos propres investissements et de notre propre parcours. Donc, on en a sorti des apprentissages et voilà, des objectifs. Et ensuite, on a eu l'opportunité de présenter ce projet à un grand groupe qui aujourd'hui est notre associé.
Donc ce grand groupe qui est basé à Lyon. Aujourd'hui, on est dans leurs locaux. Donc ce grand groupe a une foncière qui détient 100 millions d'euros d'actifs immobiliers. Donc ils ont cru au projet. En général, voilà, des foncières de ce type, ils sont plutôt sur de l'immobilier commercial. Et étant donné que nous, on est arrivé en fait en même temps juste pendant le Covid, on va dire, c'est une phase où ce type d'acteurs était en train de réfléchir à quand même se diversifier sur le résidentiel. Ouais, ils avaient tout leur commerce de fermé et pour eux, Ouais, voilà. ils n'avaient jamais vu ça. C'est ça. Et une renta de folie, puis tout d'un coup, ta renta Walou. Ouais, exactement. Exactement. C'est quoi le nom du groupe? Tu peux nous le donner? Le groupe s'appelle Yoda. Okay. Donc c'est un groupe plutôt discret. Mais en tout cas, ils ont différentes sociétés comme Digital Virgo ou Paru Vendu. D'accord, ok. Et une grosse activité immobilière du coup, mais qui n'est pas forcément visible aux yeux de tous. Et donc, eux, ils étaient très intéressés pour se diversifier sur le résidentiel. Et l'opportunité de le faire via du co-living était plutôt intéressante. Donc, on a structuré en fait la création de la société directement avec eux. On les a intégrés au capital. Et aujourd'hui, ils nous permettent de pouvoir nous déployer vite et fort. Et ils nous permettent aussi de rendre nos offres crédibles et de sécuriser au mieux nos clients investisseurs. Oh. Attends, moi j'aimerais juste qu'on revienne sur… Tu as parlé de ton associé tout à l'heure. Tu m'as dit donc, mon associé Gauthier, d'où il est tombé, lui, comment tu l'as rencontré? Explique-nous comment tu l'as rencontré et comment tu as décidé de t'associer avec lui, parce que ce n'est pas du tout anodin de s'associer. C'est souvent source de friction. Donc qu'on explique aux auditeurs qu'est-ce qui a fait, tu t'es pas dit tiens, je vais l'appeler lui et je m'associe. Ouais. Bah en fait, on était dans la même école. Donc on a fait la même école. Donc tu le connaissais. Très bien. Voilà, je le connaissais très bien. Et c'était l'une des personnes dans mon réseau proche qui était le plus dans l'entrepreneuriat. Donc souvent, on se parlait d'idées de business. On se tournait un petit peu autour pour entreprendre quelque chose ensemble. Et donc, de fil en aiguille, il s'avère que donc lui, je l'ai accompagné dans son premier investissement immobilier. Donc, il s'est très vite pris au jeu, il s'est grandement intéressé. Et donc après, on a structuré ensemble en fait le business model pour créer la société. On a eu cette mise en relation avec notre actionnaire actuel. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Mais effectivement, on se connaissait et je pense qu'on était fait pour entreprendre ensemble. Donc en fait, tu l'as inspiré en achetant ton appartement, c'est ça quelque part? Ouais, un peu comme les personnes que j'ai pu accompagner, c'est qu'ils ont vu que j'étais en train de faire, que j'étais en train de passer à l'action et que au final, ils se sont dit si moi j'y arrive, pourquoi pas eux. Donc il a fait partie de ceux que j'ai accompagnés en direct pour réaliser leurs investissements. C'est chouette ça. Donc c'est vraiment et après et Coloc a démarré en quelle année? Donc Coloc.fr a été créé, pour être exact, en février 2021. Donc aujourd'hui, ça va faire 1 an. Donc vous avez à peine démarré que déjà vous avez rencontré cette foncière, c'est ça? Ça va de on a créé la société avec eux. Donc nous, on leur a présenté le projet et on l'a structuré directement avec eux. Ouais. Au moment où vous vous êtes dit on s'associe, il vous arrive comme ça, oh là là, tout était aligné, c'est une formidable… Oui, c'est vrai que tout était aligné. Mais comment vous l'avez provoqué ça? Comment vous les avez rencontrés ces gens-là? Ça a été une mise en relation et je pense que c'était aussi un bon timing, comme on disait tout à l'heure, ce timing du Covid et aussi ce timing dans notre industrie actuelle, donc que ce soit l'immobilier, la PropTech, enfin peu importe, on peut appeler ça comme on veut. Le co-living a quand même le vent en poupe. Donc forcément, quand on vient avec un projet, à savoir que voilà, on n'arrivait pas non plus avec rien, c'est-à-dire on arrivait avec notre expérience précédente en tant qu'investisseur et conseiller en investissement locatif, avec notre nom de domaine, avec une marque, la MEZ, qu'on avait déjà commencé à travailler.
Donc on avait réalisé des shootings, on avait brandé un peu notre histoire. Donc on est arrivé avec quelque chose, j'estime, d'assez quand même sérieux, ce qui a fait que ça a attisé leur curiosité. Et donc on a eu différents échanges, au départ très rapides en mode elevator pitch. Et puis petit à petit, on a eu droit à des rendez-vous ils nous ont beaucoup challengé. Tu bossais encore, toi, tu bossais encore dans le digital. Oui, j'ai arrêté en fait moi fin 2020. Oui, donc tu étais en train d'arrêter, donc tu étais à ton compte ou tu étais salarié avant? Non, j'étais consultant indépendant, donc j'étais à mon Donc compte. tu n'avais pas de, enfin j'essaye d'expliquer à l'auditoire, donc concrètement, tu n'avais pas de Pôle emploi, tu étais sans parachute. Ah non, j'ai jamais eu de CDI, je pense. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est important. En France, on est très, je fais une rupture conventionnelle, je monte ma boîte. Et Gauthier, il était, au moment où vous êtes parlé pour vous associer, il était quoi? Il était salarié dans une boîte, pas salarié? Il était salarié dans une boîte, ouais. Il avait une agence de com avant. Après, il a été du coup salarié dans une boîte. Et donc lui, il a quitté son job pour qu'on lance Colloque.fr. Quelle rapidité. Vas-y, Yod. Yes. Alors, on va revenir, on va prendre le temps de parler de Colloque, justement. Alors, juste, comment dire, conclusion sous-jacente, si je peux dire comme ça. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais lancé, tu mettais plein de choses en place, il y avait un business de location de voitures, etc. Donc, si tu t'es concentré sur Colloque, c'est que les autres ont échoué? Non. Non? C'est que j'ai dû prioriser les choses. D'accord. Au début, franchement, l'idée, on partait sur quelque chose de totalement, de très ambitieux. Voilà, je voulais regrouper différentes activités, etc. Donc bon, après, au final, on se rend vite compte. Moi, j'ai tendance à être un petit peu comme ça, c'est-à-dire je vais commencer avec une très grosse idée et après, je vais me rendre compte quand même de la complexité des choses. Et ça, souvent, c'est quand même une qualité chez les personnes qui ont peu d'expérience ou peut-être qui sont juste un petit peu fous. C'est qu'ils vont se dire, par exemple, je vais révolutionner le monde de la banque. Donc, je vais créer ma propre banque pour les jeunes, etc. Donc, j'ai vu ça récemment, une jeune fille de 18 ans qui s'est dit, moi, je vais révolutionner les banques. Donc, au départ, elle ne se rendait pas compte de la forêt qui se cachait derrière le mot banque. Et donc, c'est en faisant qu'elle s'est rendue compte de la complexité. Donc, forcément, après, on restructure son idée, son projet, etc. Nous, en gros, c'était un peu pareil. C'est-à-dire, on s'est dit, on veut devenir un opérateur immobilier et on était très ambitieux. Et donc, finalement, après, on s'est rendu compte de pas mal de choses qui ont fait qu'on a remodelé notre projet. Mais sur les autres activités, donc, que j'ai, pour certaines, mises en stand-by, pour d'autres qui tournent de manière totalement passive. Donc j'ai encore quelques voitures en location, par exemple. J'ai encore un site e-commerce qui tourne un petit peu, voilà, de manière c'est très passif. Ah, c'est super. Alors, Colloque, tu en parles de tout à l'heure et tu peux nous dire quelle est la value proposition de Colloque. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Donc la société Colloque.fr, on est des experts de la colocation et du co-living. Donc on a notre activité immobilière, on est un opérateur. Donc on accompagne particuliers, professionnels, institutionnels dans le déploiement de colocation et de co-living. Et à côté de ça, on a mis en place une collaboration avec Paru Vendu pour lancer le site, la marketplace Colloque.fr, qui est un site d'annonce de colocation et de co-living. Donc aujourd'hui, via Colloque.fr, en fait, on regroupe vraiment un écosystème qui nous permet d'avoir des offres adaptées autant pour les investisseurs, les propriétaires et les colocataires. Et les opérateurs également, qui sont des annonceurs sur notre marketplace. D'accord. Sur la première partie, ça veut dire qu'aujourd'hui, des particuliers peuvent venir vous voir et vous allez de A à Z les accompagner pour trouver un emplacement, faire les travaux et pouvoir mettre sur le marché une colocation. C'est ça. Donc, pour pouvoir mener à bien tous ces projets, nous, en interne,
on s'est entouré de différents profils. Donc, on a 3 pôles principaux. On a le pôle sourcing, le pôle design, le pôle management. Donc, nos équipes sont composées d'ingénieurs en génie civil, d'architectes HMONP, d'asset managers et d'experts immobiliers concrètement. Donc, on est en capacité de pouvoir gérer un projet de A à Z et de proposer des produits d'investissement clés en main à nos clients. Donc, on a différentes offres. On a les offres sur mesure, donc en général pour les particuliers, qui peuvent nous contacter pour investir seuls, en famille, entre amis. Donc vraiment, on va s'adapter à leur profil, à leur projet, et on va même les aider à mettre en place leur cahier des charges. Donc on peut les accompagner pour comprendre leur capacité d'endettement, etc. Donc on va vraiment là les aider et mener le projet de A à Z avec eux. Ensuite, on a notre offre de Club Deal. Donc là, on propose aux investisseurs de s'associer à nous pour déployer des co-living. Donc là, nous, on s'occupe vraiment encore plus de tout, j'ai envie de dire. Donc, on structure le véhicule d'investissement. Ensuite, on fait tout ce qu'on sait faire d'habitude en tant qu'opérateur. Et également, on s'occupe de la phase financement. Chose sur l'accompagnement, en fait, où nous, on s'est rendu compte, s'il y a une seule chose qu'on ne peut pas faire pour nos clients, c'est trouver le financement. Donc nous, on va leur monter le dossier, forcément, mais c'est déjà une très bonne étape. On peut les mettre en relation avec des courtiers, mais on ne peut pas aller à la banque à leur place. Et donc, sur cette offre Club Deal, ça nous permet vraiment de pouvoir rendre l'investissement dans des co-living encore plus passif et encore plus accessible, étant donné que les tickets d'entrée sont à partir de 10 000 €. Donc ça, c'est notre offre Club Deal. Ensuite, on a une offre en crowdfunding, où là, c'est encore plus accessible. Donc, on est en train de mettre en place un partenariat exclusif avec une plateforme de crowdfunding que je ne peux pas encore révéler. Mais donc là, l'investissement sera accessible à partir de 100 ou 1000 €. Donc là, c'est encore plus ouvert. Et ensuite, on a des offres pour les professionnels, les institutionnels, les conseillers en gestion de patrimoine, où là, on répond vraiment à un cahier des charges très précis. Et nous, avec nos équipes et notre expertise, on est en capacité de déployer des projets sur mesure. D'accord. Et lorsque vous accompagnez quelqu'un de A à Z, vous faites aussi la gestion locative derrière? C'est ça. Ah oui, d'accord, Oui. ok. Donc vous êtes une agence de gestion locative et en même temps une société. Vous avez des chasseurs, je suppose, qui vont aller chercher les biens pour les proposer à vos clients. Donc vous êtes un peu comme Mastéos, si je peux les citer. Oui. Voilà, vous faites du clé en nous, main. en fait, c'est du clé en main, exactement. Donc, sourcing, design, management, c'est les 3 étapes. Donc, sourcing, on va rechercher le bien, on va l'analyser, on va faire toutes les modélisations financières qui nous permettent de nous assurer que c'est un bon investissement pour notre client. Sur la partie design, nous, on se positionne comme assistant à la maîtrise d'ouvrage, donc avec nos équipes d'architectes. On va faire toute la phase d'étude et de conception et on travaille avec des partenaires contractants généraux sur les travaux. Et sur la partie management, notre grosse différenciation, et c'est une chose qu'on peut proposer notamment grâce à la solidité que nous amène notre actionnaire, c'est que nous, on ne se positionne pas en tant que gestionnaire, on se positionne en tant qu'exploitant. Donc tous les biens qui sont dans le parc de Coloc.fr aujourd'hui sont pris à bail par Coloc.fr. Donc nos clients, nos investisseurs, nos propriétaires ont un locataire unique qui est la société Coloc.fr. Donc on a mis en place tout un modèle juridique qui a été rédigé sur mesure avec un cabinet d'avocats spécialisé que je vais citer qui s'appelle Urban Act, qui sont à Paris. Et donc ça nous permet, nous derrière, en fait, de faire notre sous-location. En gros, notre modèle, c'est ça sur la partie management. On ne fait pas de mandat de gestion. Et donc, grâce à ce modèle, on peut garantir les loyers aux investisseurs contre les impayés, contre la vacance locative, étant donné que notre société s'engage sur une période longue à payer le loyer qu'on avance. Et donc, en général, on est sur des baux de 10 ans, dont 6 ans fermes. Donc, ça sécurise vraiment l'investissement et ça enlève tous les désavantages qu'on pourrait citer quand on pense à la colocation et au co-living. Tu sers une rentabilité, c'est ça, et non un... C'est ça, ok. Vas-y, Eudes, je t'ai coupé. Non, c'est ça, c'était ma question. Je disais que comme vous prenez tout le processus,
vous vendez plus la rentabilité Ouais, au client final parce qu'il a la tranquillité d'esprit c'est ça. et il sait que Fournisseur de rendement. Vraiment, moi, j'ai l'impression que nous, on achète ou on fait acheter des mètres carrés et en fait, on revend du rendement. Donc, les loyers qu'on reverse à nos investisseurs sont triple net, c'est-à-dire que Coloc.fr paye même la taxe foncière. Donc, dans du résidentiel, ça se fait donc dans du commercial, et nous, on amène ça dans le résidentiel. Donc, ça, c'est plutôt apprécié. Ça permet d'offrir vraiment un rendement net. d'accord. Si tu peux donner quelques chiffres, aujourd'hui, combien de clients vous avez, de particuliers, vous avez Ouais. accompagnés, etc. Quel chiffre tu peux donner? Alors aujourd'hui, du coup, en un an, on a déployé un parc de plus de 70 chambres. Ça représente environ 14 lots, principalement à Lyon pour l'instant, mais dès cette année, on est sur des sujets d'expansion dans d'autres villes, notamment Bordeaux, Marseille et Annemasse. On offre en général, en moyenne, 5% de rendement net sur des emplacements assez premium. Et on a 98% de taux de remplissage moyen sur l'année 2021, donc qui montre bien que malgré le Covid, la colocation et le co-living est un marché très résilient. Ça, c'est à peu D'accord. près nos chiffres. On a accompagné une quinzaine de clients particuliers et professionnels. Et là, vu qu'on est en train de développer nos offres de Club Deal, on est en train d'attirer une masse d'investisseurs plus importante. D'accord. Et niveau typologie des résidents, je pense que vous essayez de regrouper le même type de résidents dans une coloc. Ou Oui. comment vous faites vos choix, comment ça se place. Et ça, du coup, est-ce que vos clients, vous les intégrez à cette discussion-là ou non? Vu que coloc, c'est coloc qui récupère le bien et que le client, finalement, ne discute pas avec les locataires, Mmh. c'est vous qui faites un peu votre tambouille, si je peux dire comme ça. C'est ça, c'est exactement ça, c'est nous qui faisons la tambouille. Vraiment, l'idée, c'est que l'investisseur puisse profiter des rendements de la colocation et du co-living, mais en ayant une passivité totale. Nous, on a cette expertise, donc on pourrait par exemple même solliciter nos investisseurs sur le design, donc on pourrait leur demander de quelle couleur est-ce qu'ils veulent le mur du salon. Voilà, c'est des choses que nous, on ne fait pas. On a des équipes en interne qui sont dédiées à ça et dont c'est le métier, donc on leur fait confiance. Et pareil sur la partie management, étant donné que nous, on réalise notre exploitation en direct avec nos locataires, les investisseurs ne sont pas sollicités là-dessus. Nous, par contre, en interne, notre équipe management procède à une analyse fine des dossiers pour mettre en place des communautés et des personnes qui sont faites pour cohabiter. Donc on fait en sorte de quand même trier les candidats et les locataires. On est sur des sujets de développer des co-living à thème. Donc par exemple un co-living autour du fitness, un co-living autour de la cuisine, etc. Où là on regrouperait des personnes qui ont des centres d'intérêt communs. Mais en tout cas, on essaie toujours de faire en sorte que les colocataires cohabitent ensemble dans les meilleures conditions. Mais moi, j'y vois un gros avantage au fait de ne pas avoir à solliciter justement vos clients. C'est que vous Ouais. pouvez acheter la même chose en gros et faire la même chose dans plein de co-living. Si vous faites 10 co-living thème cuisine, vous pouvez aller négocier la même cuisine à un prix beaucoup plus bas. Pour celui fitness, les mêmes appareils à un prix plus bas et les mettre dans différents co-living. Donc pour vous, Ouais, totalement. en termes de coût, ça vous permet aussi de vous y retrouver de ce côté-là. Ouais. Ouais, on s'en est rendu compte là, du coup en 2020, on a eu pas mal de chantiers vu qu'on a déployé 70 chambres. Voilà, on s'est rendu compte qu'on a eu une capacité de négociation avec nos fournisseurs et nos prestataires bien plus importante que ce qu'on a pu avoir auparavant en tant qu'investisseur indépendant, on va dire. Ouais, non, c'est un gros avantage. Ok, donc on a bien saisi aujourd'hui la valeur de ce que vous faites. Et est-ce que coloc, lorsque un client vient vous voir, donc vous montez une colocation, il y a des services particuliers
pour vous différencier, parce que tu l'as dit en introduction, c'est vrai que le marché de la colocation se développe énormément. Aujourd'hui, on a une génération de personnes qui aiment bien venir dans quelque chose qui est déjà meublé. Ils viennent avec leur bagage, ils les posent, ils n'ont pas à se tracasser sur est-ce que je dois acheter une télé, un lit ou quoi que ce soit, tout est déjà prêt. Et chez vous, comment est-ce qu'on se distingue? Ouais, donc là, on a parlé en fait de ce qu'on apporte à nos investisseurs via nos offres. Donc notre marque d'opérateur, c'est Lamez. Et à Lamez, nos colocataires profitent de logements et d'expériences de vie all inclusive. Donc tout est déjà inclus, ils n'ont plus qu'à poser leur valise. Le terme, c'est prêt à vivre. Et donc, on inclut également tous les services et des commodités supplémentaires en fonction des colocs. Donc, tous les services, c'est prestations de ménage hebdomadaires dans les parties communes et éventuellement dans les parties privatives sur demande, Internet haut débit, Netflix, ce genre de choses. Et après, on peut rajouter des commodités supplémentaires comme la venue d'un coach pour faire une séance de CrossFit, ou la venue d'un chef qui va leur apprendre une recette. Donc ça, c'est des choses qu'on organise de manière ponctuelle et aussi en fonction de ce que nous demandent les locataires. Mais on essaie de rajouter des couches de commodité et surtout de fournir des espaces qui sont agréables à vivre. Donc nos architectes font un très bon travail là-dessus. On fait en sorte que chaque mètre carré soit optimisé voilà, afin de pouvoir proposer à nos colocataires en fait de nombreux usages dans leur habitation, contrairement à ce qu'ils pourraient avoir s'ils louaient un studio ou s'ils décidaient de ne pas habiter en colocation. Top, merci. On a beaucoup appris. Samuel, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Alors attends, oui, non, moi je trouve ça bloque mon truc. Voilà. Oui, c'est super intéressant. Moi je trouve, ce qui m'impressionne, c'est la rapidité. Tu as créé une coloc il y a 1 an. En 1 an, le temps parcouru. Tu ne te rends pas compte, mais pour nous, c'est hyper impressionnant, inspirant. Enfin, je vois les gens qui vont écouter ça. C'est une rapidité. Tu t'en parles comme ça. Il y a 4 ans, tu as acheté ton premier appartement, puis pop, c'est allé. Moi, je dis chapeau. Franchement, je suis impressionné. T'es tout humble et modeste, mais je trouve que non, mais et puis le timing qui va, c'est-à-dire aller sur ce marché, trouver un associé, ce qui n'est pas simple, hein. Trouver un groupe, trouver un associé, s'associer avec un groupe, un troisième associé, ce qui n'est pas simple non plus. Tomber sur quelqu'un qui, en plus, est un site d'annonce. Alors, Paris Vendu, ça a eu des hauts et des bas. Et tous les sites d'annonce, c'est compliqué pour eux. Donc là, c'est un très bon moyen de la colocation pour eux d'avoir un produit supplémentaire. C'est bien d'être adossé à une foncière. Enfin, franchement, moi, je dis chapeau. Je suis impressionné. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Ah oui. Non, mais c'est ça. En 1 an, quand tu dis que j'y croyais pas, j'avais pas avant l'interview la deadline. Et là, quand tu dis que ce qui s'est passé en 1 an, c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant et ça augure de bonnes choses parce que vous avez lancé en temps de crise et là, je l'espère, on sort de la crise tout doucement. Donc, les perspectives, je pense, ne peuvent être que meilleures pour vous. Alors, quelle est votre ambition justement? Et est-ce que, à part la foncière que vous avez rejoint, vous êtes accompagné, incubateur ou autre chose? Alors non, on a été soutenu par la BPI, mais sinon on n'a pas d'autres investisseurs accompagnateurs aujourd'hui. Et nos objectifs là déjà on va dire sur l'année à venir, c'est principalement d'opérer dans d'autres villes de province, donc d'autres villes françaises pertinentes, pour très vite aller dans des villes francophones, donc type Bruxelles, et ensuite venir s'intégrer gentiment dans le marché de l'Île-de-France où la majorité de nos confrères ont démarré. Donc voilà, c'est un marché où aujourd'hui ils sont déjà bien installés. Nous, on préfère se déployer rapidement dans les autres villes, type, comme je disais tout à l'heure, Bordeaux, Marseille,
Annemasse, Lille, Rennes, Nantes, etc. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de réussir à opérer aussi bien que ce qu'on fait à Lyon, mais dans toute la France, concrètement. On est en train de faire une refonte complète de notre site investisseur, donc qui est lamez.coloc.fr, qui va offrir une expérience utilisateur beaucoup plus digitalisée. Donc on est en train de mettre en place un certain nombre de fonctionnalités qui vont encore plus faciliter le parcours. Donc sur cette première année, effectivement, nous, on se rend pas forcément compte de ce qu'on fait vu qu'on est dedans. Mais on s'est beaucoup concentré sur la partie immobilière. Donc on a structuré en fait notre activité d'opérateur en recrutant les bonnes personnes et en Vous êtes combien de bons partenaires. Donc aujourd'hui, on est 10 et on a plusieurs recrutements en cours. Chapeau. Voilà, justement pour pouvoir réussir à se déployer. Et maintenant, on cherche à se digitaliser avec nos nouvelles offres, Club Deal, crowdfunding, etc. On cherche à attirer de nouveaux investisseurs, une audience beaucoup plus large. Et également, on a pour objectif, à partir de cette année, de commencer à créer du contenu. Donc, éventuellement, on est sur le projet de lancer notre podcast dans lequel vous serez les bienvenus pour parler du coup de vos activités respectives. Parce que je trouve que ce type d'échange, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, on n'a pas toute la journée devant nous, donc on n'a pas pu parler de vous, mais je pense que voilà, en tout cas, si vous en avez envie, vous serez les bienvenus dans notre plaisir, podcast. Avec plaisir. Okay. Avec merci. Salah, j'ai une question pour toi, la question de la fin. Oui. Pour toi, c'est quoi un entrepreneur, ta définition d'un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui accepte que ça ne se passe jamais comme prévu et qui prend du plaisir à résoudre des problèmes. Super, super, magnifique. Merci Salah pour ces mots, merci pour ton temps. Je pense que ça a été riche d'enseignements pour beaucoup d'entre nous. Moi, je retiendrai quelque chose, c'est la résilience. Les 10 refus que tu as essuyés en banque ne t'ont absolument pas dérangé, tu as continué. Et puis, la vitesse d'exécution, c'est-à-dire tu échoues, mais c'est pas grave, tu recommences, tu apprends. Aller chercher l'information. Comme tu l'as dit, l'information, elle est gratuite et accessible sur Internet. On peut se former gratuitement aujourd'hui et pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, bravo pour ce que vous faites. Merci à vous en tout cas pour cette invitation. J'ai beaucoup apprécié l'échange et voilà, j'espère qu'on sera amené à discuter ensemble de nouveau à l'avenir. Yes. Très beau message. Merci Salah. C'est beau ce que tu fais, bravo. Félicitations. À très vite. Écoute, donc merci beaucoup.